Il y a 400 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie, beaucoup d'entre elles sont des milliards d'années plus âgées que notre Soleil. Même selon les estimations les plus prudentes, des millions de planètes dans la Voie lactée se trouvent dans des zones habitables où l'eau liquide peut exister. L'univers a eu 13,8 milliards d'années pour produire la vie, l'intelligence et des civilisations capables de traverser les étoiles. Les calculs indiquent que la galaxie devrait être bondée. Des signaux devraient remplir le ciel. Des sondes auraient dû atteindre des systèmes lointains il y a longtemps, y compris le nôtre. Mais lorsque nous pointons nos télescopes vers l'extérieur et écoutons, nous ne trouvons rien. Pas de signaux, pas de visiteurs, aucune preuve d'aucune sorte. Seulement le silence. Et ce silence soulève une question qui résonne encore aujourd'hui. Où est tout le monde? La réponse pourrait être l'idée la plus terrifiante, à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Commençons. C'était un après-midi d'été ordinaire, en 1950. Le soleil planait sur les mésas arides de Los Alamos, Nouveau-Mexique, projetant une chaleur tranquille sur un lieu qui avait déjà remodelé le cours de l'histoire humaine. Un groupe de physiciens marchait ensemble vers une cafétéria du laboratoire où, 5 ans plus tôt seulement, ils avaient aidé à construire l'arme la plus destructrice que l'humanité ait jamais créée. La conversation était décontractée, presque oubliable. Quelqu'un a mentionné une caricature du New Yorker. D'autres ont plaisanté sur de récents rapports de soucoupes volantes qui étaient apparus dans les journaux à travers le pays. C'était léger, presque trivial, le genre de conversation qui passe et disparaît sans laisser de traces. Puis, au milieu de ce moment ordinaire, Enrico Fermi posa une question. Il n'y eut pas de préparation, pas de pause dramatique. Il regarda simplement les autres et dit « Où est tout le monde ?» Au début, cela ressemblait à une blague, quelque chose lancé en l'air entre deux bouchées. Mais Fermi ne plaisantait pas. Il avait réfléchi pendant la marche, faisant des calculs dans sa tête, connectant des idées comme lui seul savait le faire. Il avait la réputation de ce genre de pensée, un physicien capable de prendre des informations incomplètes et de produire des réponses souvent remarquablement précises. Lors d'essais nucléaires, il a un jour laissé tomber des morceaux de papier dans l'onde de choc et a utilisé la distance parcourue pour estimer la puissance de l'explosion. Il faisait confiance à son intuition, mais c'était une intuition basée sur les mathématiques. Et les chiffres indiquaient quelque chose de profondément étrange, car lorsque l'on prend du recul par rapport à l'expérience humaine et que l'on regarde la galaxie dans son ensemble, une image simple commence à émerger. La Voie lactée est énorme. Elle contient environ 400 milliards d'étoiles réparties sur un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. Notre Soleil n'est qu'une d'entre elles, située à environ 26 000 années-lumière du centre, orbitant lentement à travers l'un des bras spiraux. Il n'y a rien de particulièrement spécial à son sujet. C'est une étoile ordinaire dans une position ordinaire, une parmi des centaines de milliards. Mais ce qui compte n'est pas seulement le nombre d'étoiles, c'est le temps. La Voie lactée a commencé à se former il y a plus de 13 milliards d'années. Notre Soleil s'est formé bien plus tard, il y a environ 4,6 milliards d'années. Ce fossé de milliards d'années n'est pas une petite différence, cela signifie que d'innombrables étoiles de notre galaxie ont eu une avance considérable, des systèmes planétaires entiers existaient. Bien avant même que la Terre ne se forme, bien avant l'apparition des premiers océans, bien avant que la première molécule sur Terre n'ait eu la chance de se répliquer. Et partout où il y a des étoiles, il y a souvent des planètes. C'est quelque chose que nous n'avons confirmé que récemment, car pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les planètes au-delà de notre système solaire étaient purement théoriques. Maintenant, nous savons qu'elles sont partout. Les observations ont montré que la plupart des étoiles abritent des systèmes planétaires, et parmi ces planètes, beaucoup sont des mondes rocheux orbitant à des distances où les températures permettent l'existence d'eau liquide. Même les estimations prudentes suggèrent que des millions de ces planètes existent, rien que dans la Voie lactée. Étendez le compte pour inclure des étoiles plus petites et des environnements plus variés, et le nombre s'élève à des milliards. L'eau est courante, les molécules organiques sont courantes. La chimie de base nécessaire à la vie apparaît partout dans le cosmos. Elle se forme naturellement dans les nuages interstellaires, sur les comètes et au sein des jeunes systèmes planétaires. Les ingrédients ne sont pas rares, ils sont dispersés à travers la galaxie comme des graines. Donc, si les ingrédients sont partout et que le temps est abondant, alors le processus qui s'est produit sur Terre ne devrait pas être unique. La vie aurait dû émerger ailleurs, et, avec suffisamment de temps, une partie de cette vie aurait dû évoluer vers l'intelligence. Sur Terre, il a fallu environ 4 milliards d'années pour que la vie passe de simple organisme unicellulaire à une espèce capable de construire de la technologie. C'est un long voyage inégal, mais la galaxie a eu bien plus qu'assez de temps pour le répéter. Si le même processus avait commencé sur une autre planète, même légèrement plus tôt, cette civilisation aurait maintenant des millions ou des milliards d'années d'avance sur nous. Cette différence est presque impossible à visualiser. La civilisation humaine n'a la technologie radio que depuis un peu plus d'un siècle, et le vol spatial depuis moins longtemps. Toute notre ère technologique est une ligne mince à l'extrême bord de l'histoire. Prolongez cette ligne d'1 million d'années, et elle devient quelque chose d'entièrement différent. Prolongez-la d'1 milliard, et elle dépasse l'entendement.
Les technologies évolueraient, se transformeraient et peut-être disparaîtraient, remplacées par des formes que nous ne pouvons imaginer. Les civilisations s'élèveraient, s'adapteraient et remodèleraient leurs environnements à des échelles qui éclipseraient tout ce que l'humanité a jamais accompli. Une expansion ne nécessite rien d'impossible. Une civilisation n'a pas besoin de voyager plus vite que la lumière, elle n'a pas besoin de physique exotique ou de percées hypothétiques. Elle n'a besoin que de temps et de la capacité de se déplacer entre les étoiles proches, même si le voyage prend des milliers d'années. Même si chaque étape est lente et délibérée, cela n'a pas d'importance car le processus est cumulatif. Une civilisation qui se propage d'un système à l'autre crée de nouveaux points de départ. Chaque nouveau système devient un nouveau centre d'expansion. L'onde continue vers l'extérieur, grandissant, se multipliant, s'accélérant avec le temps. À l'échelle humaine, cela semble incroyablement lent. À l'échelle galactique, c'est rapide. Une civilisation s'étendant même à une petite fraction de la vitesse de la lumière pourrait se propager à travers toute la Voie lactée en quelques millions d'années. Cela peut sembler long, mais comparé à l'âge de la galaxie, ce n'est presque rien. C'est un bref instant dans une histoire qui s'étend sur des milliards d'années. Cela signifie que, si même une seule civilisation, n'importe où dans le passé de la galaxie, a développé la capacité de s'étendre, elle aurait pu atteindre chaque système stellaire de nombreuses fois. À présent, y compris le nôtre. Ce qui mène à une simple attente, si la vie intelligente est courante, et si même une seule civilisation s'est étendue, alors, la galaxie devrait être pleine de preuves. Des signaux devraient traverser les étoiles. Nous devrions détecter des motifs dans les ondes radio ou la lumière qui ne peuvent pas être expliqués par des processus naturels. Nous devrions observer des structures à grande échelle construites autour d'étoiles lointaines. Nous devrions trouver des traces d'exploration, des artefacts, quelque chose qui indique que l'intelligence a existé au-delà de la Terre. Mais quand nous regardons, nous ne trouvons rien, pas de signaux, pas de sondes, pas de structure, aucune preuve d'aucune sorte que quelqu'un d'autre ait jamais été ici. Le ciel est silencieux. C'est la contradiction que Fermi a reconnue. Les chiffres suggèrent que la galaxie devrait être pleine de vie. L'observation nous dit qu'elle apparaît vide. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Quelque chose dans notre compréhension est incomplet ou fondamentalement faux. Soit la vie est beaucoup plus rare qu'il n'y paraît, soit l'intelligence est un résultat extrêmement improbable de l'évolution, ou les civilisations ne durent pas assez longtemps pour se propager au-delà de leur monde d'origine, ou quelque chose les empêche d'atteindre ce stade du tout. Et c'est là que la question devient troublante, car ce n'est pas seulement une question sur des étoiles lointaines, ce n'est pas seulement un mystère sur des civilisations hypothétiques, dispersées à travers la galaxie. Quelle que soit l'explication qui résout ce paradoxe, elle s'applique universellement. Elle s'applique à chaque civilisation qui pourrait jamais apparaître, y compris la nôtre. Le silence n'est pas seulement quelque chose que nous observons, c'est quelque chose dont nous faisons partie, et cela soulève une question plus profonde. Une que la remarque originale de Fermi ne fait qu'effleurer. Si la galaxie devrait être pleine de vie et pourtant elle est silencieuse, qu'est-il arrivé à tout le monde? Pour comprendre pourquoi ce silence est si troublant, il faut regarder de plus près les chiffres avec lesquels Fermi travaillait. Pas des idées abstraites, pas de la spéculation, mais l'échelle réelle de la galaxie et les processus qui la façonnent. Parce que le paradoxe ne vient pas de l'imagination, il vient d'une simple arithmétique appliquée à un univers très ancien. La Voie lactée n'est pas seulement grande, elle est incroyablement vaste. Elle contient environ 400 milliards d'étoiles réparties sur un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et d'environ 1000 années-lumière d'épaisseur. Si vous essayez de compter ces étoiles une par une, à raison d'une par seconde, il vous faudrait plus de 12 000 ans pour finir. Vous auriez commencé à compter avant l'invention de l'agriculture et vous n'auriez toujours pas fini aujourd'hui. Et ces étoiles n'ont pas toutes le même âge. Certaines sont jeunes comme notre Soleil, d'autres sont anciennes, formées près du début de la galaxie elle-même. Les étoiles les plus anciennes de la Voie lactée brûlent depuis plus de 13 milliards d'années. Cela signifie que des systèmes planétaires entiers ont existé des milliards d'années de plus que le nôtre. Des histoires entières ont eu le temps de se dérouler bien avant même l'existence de la Terre. Cette échelle de temps est difficile à appréhender. 1 milliard d'années n'est pas seulement une longue période, c'est une durée presque incompréhensible. Sur Terre, la vie complexe n'existe que depuis environ 600 millions d'années. Les dinosaures ont dominé pendant environ 160 millions d'années. Les humains, sous notre forme actuelle, existent depuis environ 300 000 ans. Comparé à l'âge de la galaxie, l'histoire humaine est à peine mesurable. Et pourtant, dans cette minuscule fenêtre, quelque chose de remarquable s'est produit, la vie est apparue, elle a évolué, elle est devenue complexe et, finalement, elle est devenue consciente. Ce processus, cette transition de la chimie à la biologie, de la biologie à l'intelligence, est le fondement du paradoxe de Fermi. Car une fois que vous acceptez que cela s'est produit ici, la question suivante est inévitable. À quelle fréquence cela se produit-il ailleurs? Pour explorer cette question, les scientifiques ont tenté de décomposer le problème en plus petits morceaux. En 1961, l'astronome Frank Drake a proposé une façon d'y réfléchir plus clairement. Il a écrit une équation,
non pas pour produire une réponse finale, mais pour organiser l'incertitude, pour parcourir le chemin des étoiles aux civilisations et le diviser en étapes. Chaque étape représente une transition, de la formation des étoiles à la formation de planètes autour de ces étoiles, des planètes aux planètes pouvant abriter la vie, de ces planètes à celles où la vie apparaît réellement, de la vie à la vie intelligente, de l'intelligence à la technologie, et de la technologie aux civilisations détectables à travers l'espace. À première vue, beaucoup de ces étapes semblent favorables. Nous savons maintenant que les étoiles se forment régulièrement dans toute la galaxie. La Voie lactée produit de nouvelles étoiles chaque année, et la plupart de ces étoiles ont des planètes. Cela seul était autrefois incertain, mais c'est maintenant l'une des conclusions les plus solides de l'astronomie moderne. Les systèmes planétaires ne sont pas rares. Ils sont la règle. Parmi ces planètes, une fraction sera des mondes rocheux. Une fraction de ceux-ci orbitera dans la zone habitable, où les températures permettent l'existence d'eau liquide. Et l'eau, pour autant que nous sachions, est essentielle à la vie telle que nous la comprenons. Déjà à ce stade, les chiffres restent élevés, des millions, peut-être des milliards, de mondes potentiellement habitables. Mais ensuite, la certitude commence à s'estomper. L'étape suivante est celle où l'inconnu commence à dominer. À quelle fréquence la vie apparaît-elle réellement? Nous n'avons qu'un seul exemple, la Terre. Sur notre planète, la vie est apparue relativement rapidement après la stabilisation des conditions, en quelques centaines de millions d'années. Des organismes simples étaient déjà présents. Certains scientifiques interprètent cela comme un signe que la vie apparaît facilement, que, étant donné les bonnes conditions, elle est presque inévitable. D'autres soutiennent qu'un seul exemple ne nous dit presque rien, que l'origine de la vie pourrait être un événement incroyablement rare, un accident chimique qui s'est juste produit ici. La vérité est que nous ne savons pas, et l'incertitude ne fait que croître à partir de là. Une fois que la vie existe, à quelle fréquence devient-elle complexe? Pendant la majeure partie de l'histoire de la Terre, la vie était simple. Les organismes unicellulaires ont dominé la planète pendant des milliards d'années. La vie multicellulaire complexe n'est apparue que bien plus tard. Et même alors, elle est restée relativement limitée pendant de longues périodes. Vient ensuite une autre étape, encore plus incertaine, à quelle fréquence l'intelligence émerge-t-elle? Sur Terre, la vie a produit une extraordinaire diversité de formes. Des millions d'espèces ont existé au cours de centaines de millions d'années. Mais une seule, a développé la technologie. L'intelligence, du moins sous la forme que nous reconnaissons, n'est pas le résultat dominant de l'évolution. C'est une voie parmi tant d'autres, et la plupart des chemins n'y mènent pas. Et même l'intelligence ne suffit pas. Les humains existent depuis des centaines de milliers d'années. Pendant la majeure partie de ce temps, nous avons vécu sans technologie détectable depuis l'espace, signaux radio, activités industrielles, ingénierie à grande échelle. Ce sont des développements extrêmement récents. La fenêtre pendant laquelle une civilisation devient visible pour le cosmos peut être très courte. Cela nous mène à la dernière étape. Combien de temps durent les civilisations? C'est la variable la plus importante et la plus troublante. Une civilisation qui dure des millions d'années remplirait la galaxie de sa présence. Ces signaux se propageraient dans l'espace, ces structures seraient visibles de grandes distances, son influence s'accumulerait avec le temps. Mais une civilisation qui ne dure que quelques centaines d'années, ou même quelques milliers, est tout autre chose. Elle devient un scintillement, un bref signal dans un vaste océan de temps. Imaginez-vous debout dans un champ sombre la nuit, à guetter des éclairs de lumière. Si chaque lumière n'apparaît que pendant une fraction de seconde, la chance d'en voir une est faible. Même si beaucoup existent, la plupart s'allumeront et s'éteindront sans jamais être remarquées, non pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce qu'elles ne durent pas assez longtemps. La même logique s'applique à la galaxie. Si les civilisations sont éphémères, même une galaxie pleine d'elles peut paraître silencieuse, non pas parce que l'intelligence est rare, mais parce qu'elle est brève, parce que la fenêtre pendant laquelle une civilisation peut être détectée est si petite par rapport à l'âge de la galaxie que les chevauchements deviennent improbables. C'est là que les chiffres deviennent troublants. La galaxie n'est pas seulement vaste dans l'espace, elle l'est aussi dans le temps, et le temps change tout. Si les civilisations apparaissent et disparaissent rapidement, alors, les chances que deux existent en même temps et à portée de détection deviennent extrêmement faibles. Elles se manquent, l'une apparaît, l'autre disparaît. Des signaux traversent l'espace vide longtemps après la disparition de leur source. La galaxie devient un endroit où les civilisations existent, mais ne se rencontrent jamais. Et cela mène à un autre type de silence, non pas le silence du vide, mais le silence des connexions manquées. Mais même cette explication a ses limites, car elle ne résout pas entièrement le paradoxe. Même si les civilisations sont rares, même si elles sont éphémères, l'échelle même de la galaxie devrait encore produire des preuves, un signal, une trace, quelque chose qui persiste assez longtemps pour être remarqué. L'absence même de cela pousse la question plus loin. Cela suggère que quelque chose de plus fondamental pourrait être en train de se produire, quelque chose qui ne fait que réduire le nombre de civilisations, mais les empêche d'atteindre le stade où elles deviennent visibles du tout. Et cette possibilité mène à une direction bien plus sombre, car si les étapes de la vie à l'intelligence, puis à la civilisation, ne sont pas seulement incertaines, mais activement difficiles, alors le silence que nous observons n'est pas seulement un mystère,
c'est un indice pour comprendre à quel point cette contradiction est profonde. Il faut cesser de penser aux signaux et commencer à penser au mouvement, car même si les civilisations ne communiquent jamais, même si elles choisissent le silence, même si elles n'envoient jamais une seule transmission radio, il y a toujours une chose qu'elles ne peuvent éviter de laisser derrière elles, une présence. Une civilisation qui s'étend laissera des traces, pas nécessairement des messages, pas nécessairement des salutations, mais des preuves physiques de son passage. Et contrairement aux signaux qui s'estompent avec la distance et le temps, l'expansion physique s'accumule. Elle se construit. C'est là que le paradoxe devient plus difficile à échapper, car vous n'avez pas besoin de technologie avancée ou impossible pour vous déplacer entre les étoiles. Vous n'avez pas besoin de voyager plus vite que la lumière, de physique exotique ou de quoi que ce soit au-delà de ce que nous pouvons déjà imaginer. Vous n'avez besoin que de temps. Et de la volonté de franchir l'étape suivante. Même avec une technologie à peine plus avancée que la nôtre, le voyage interstellaire n'est pas interdit. Il est difficile, lent et gourmand en ressources, mais il est possible. Et quand le temps ne se mesure pas en décennies ou en siècles, mais en millions d'années, même les processus lents deviennent imparables. En 1980, le physicien Frank Tipler a exploré cette idée à travers une simple expérience de pensée. Au lieu d'imaginer d'énormes vaisseaux spatiaux, remplis d'équipages vivants, il a envisagé quelque chose de plus petit, plus efficace et bien plus puissant à long terme, une sonde autoréplicante. Imaginez qu'une civilisation construit un unique vaisseau spatial robotique capable de voyager vers un système stellaire voisin. Il n'a pas besoin d'être rapide, même à une fraction de la vitesse de la lumière, 10% par exemple, il pourrait atteindre des étoiles proches en quelques décennies. Quand il arrive, il n'attend pas d'instructions, il ne dépend pas de la communication avec ses créateurs. Au lieu de cela, il utilise les matières premières disponibles dans ce système, astéroïdes, comètes, poussières, pour construire des copies de lui-même. Ces copies se lancent ensuite vers d'autres étoiles où elles répètent le processus. C'est là que l'idée passe de simple à écrasante, car la croissance n'est pas linéaire. Elle est exponentielle. Une sonde en devient 2, 2 en deviennent 4, 4 en deviennent 8. À chaque génération, le nombre de sondes augmente, et chacune devient un nouveau point d'expansion. Le processus s'accélère non pas parce que quelque chose se déplace plus vite, mais parce qu'il y a de plus en plus d'agents qui se propagent vers l'extérieur. C'est le même principe qui régit la reproduction biologique, la propagation des organismes à travers les écosystèmes, ou même la croissance de l'information à travers les réseaux. Quand on fait les calculs, le résultat est difficile à ignorer, même en tenant compte des temps de trajet entre les étoiles, même en tenant compte des retards de construction. Même en supposant une expansion prudente et inefficace, une vague de sondes autoréplicantes pourrait se propager à travers toute la Voie lactée en quelque part entre 1 et 10 millions d'années. À l'échelle humaine, cela semble immense, à l'échelle galactique, ce n'est presque rien, un bref instant dans une chronologie qui s'étend sur des milliards d'années. Ce qui mène à une conclusion simple, si ne serait-ce qu'une seule civilisation, à n'importe quel moment de l'histoire de la galaxie, a créé quelque chose de ce genre. Alors toute la Voie lactée aurait déjà dû être explorée, pas partiellement, pas dans des régions isolées, mais complètement, chaque système stellaire visité, chaque ressource cataloguée, chaque recoin de la galaxie touché par cette vague d'expansion, y compris le nôtre. Et pourtant, quand nous regardons autour de notre propre système solaire, nous ne trouvons aucune preuve de cela, pas de machines cachées sur des orbites stables, pas d'artefacts laissés sur la Lune, pas de structures sur les astéroïdes, pas de traces de visites antérieures préservées dans des endroits où elles auraient pu survivre pendant des millions, ou même des milliards d'années. Le dossier semble vide. Cette absence n'est pas subtile, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement écarté, car l'argument ne dépend pas de la communication. Il ne dépend pas du fait que les civilisations choisissent d'émettre ou de rester silencieuses, il ne dépend pas du fait qu'elles soient coopératives ou hostiles. Il ne dépend que de l'idée qu'une civilisation, quelque part, à un moment donné, a décidé de s'étendre et a réussi. Juste une, et sur des milliards d'années. Avec des centaines de milliards d'étoiles et potentiellement d'innombrables mondes habitables, cette exigence semble presque incroyablement minime. Il ne s'agit pas de demander une galaxie bondée, il s'agit de demander un seul cas de succès. Mais le problème va encore plus loin, car les sondes autoréplicantes ne sont pas le seul moyen par lequel l'expansion pourrait se produire. Même sans elles, une civilisation pourrait se propager par des moyens plus lents et plus traditionnels. Elle pourrait envoyer des vaisseaux génération, elle pourrait établir des avant-postes. Elle pourrait se déplacer progressivement d'un système voisin à l'autre, un peu comme les premières civilisations humaines se sont répandues à travers les continents et les océans. Le processus prendrait plus de temps, mais le temps n'est pas un facteur limitant. La galaxie en a eu plus qu'assez au cours de millions d'années. Même une expansion lente devient efficace, chaque nouvelle colonie devient un nouveau point d'origine, chaque pas vers l'extérieur augmente le nombre de chemins possibles. Le processus continue, s'étendant vers l'extérieur comme des ondulations à travers un océan, lente au début mais atteignant finalement chaque rivage. Ainsi,
que vous imaginiez des machines se propageant de manière exponentielle ou des civilisations s'étendant pas à pas à travers les étoiles, la conclusion reste la même, la galaxie ne devrait pas être vide, elle devrait être remplie de preuves, et pourtant elle ne l'est pas. C'est le point où le paradoxe cesse d'être surprenant et commence à devenir troublant, car maintenant la question ne concerne plus la probabilité. Il s'agit d'une inévitabilité, étant donné suffisamment de temps, suffisamment d'opportunités, étant donné l'échelle même de la galaxie, l'expansion n'est pas seulement possible. Elle est attendue, et pourtant nous ne voyons rien, ce qui force à poser une question différente, non seulement où est tout le monde, mais pourquoi personne ne s'est-il étendu? Car pour que ce silence existe, quelque chose doit empêcher ce processus, quelque chose doit arrêter les civilisations, avant qu'elles n'atteignent le stade où l'expansion commence, ou les empêcher de la maintenir assez longtemps pour que cela compte. Et quoi que soit ce quelque chose, il doit être incroyablement efficace. Il doit fonctionner non seulement occasionnellement, mais constamment, à travers de milliards d'années, à travers d'innombrables mondes indépendants, car s'il échouait ne serait-ce qu'une fois, si ne serait-ce qu'une seule civilisation parvenait à échapper à la limitation existante, la galaxie aurait l'air très différente. Elle ne serait pas silencieuse. Elle serait recouverte de preuves façonnées par cette expansion sur d'immenses périodes de temps, mais ce n'est pas ce que nous observons. Nous voyons une galaxie qui semble intacte, calme, vide. Et cela soulève une possibilité difficile à ignorer, que la barrière n'est pas externe, pas la distance, pas les limites de la physique, pas la difficulté du voyage, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui opère avant même que l'expansion ne commence réellement. Car si l'expansion est possible, et tout ce que nous comprenons suggère qu'elle l'est, alors l'absence d'expansion suggère autre chose, non pas que personne n'ait essayé, mais que personne n'ait réussi. Et cette idée commence à pointer vers quelque chose de bien plus troublant que la distance, la technologie ou le hasard. Elle commence à suggérer que le silence n'est pas un accident, c'est un schéma. Si l'expansion est possible et que nous n'en voyons aucune preuve, alors, le problème ne concerne plus la distance, la technologie ou même le temps, il devient quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui se situe plutôt dans la chaîne, quelque chose qui empêche les civilisations d'atteindre le stade où elles pourraient se propager, ou même se rendre visibles du tout. Pour comprendre ce que cela pourrait être, les scientifiques ont commencé à changer leur approche. Au lieu de demander comment les civilisations s'étendent, ils ont commencé à poser une question différente. Combien d'entre elles y parviennent réellement? C'est là que le paradoxe de Fermi cesse d'être une question d'espace pour devenir une question de survie. En 1961, l'astronome Frank Drake a proposé une manière d'organiser ce problème, non pas pour le résoudre, mais pour le décomposer en morceaux, pour prendre le voyage d'une planète sans vie vers une civilisation s'étendant sur toute la galaxie et le diviser en étapes. Chaque étape représente une transition, et chaque transition a une certaine probabilité de succès. Au début, les premières étapes semblent encourageantes, les étoiles se forment régulièrement dans toute la galaxie, des planètes se forment autour de la plupart de ces étoiles. Parmi ces planètes, une fraction sera constituée de mondes rocheux. Une fraction de ceux-ci se trouvera dans des régions où l'eau liquide peut exister. Déjà à ce stade, les chiffres restent importants, il y a encore des millions, peut-être des milliards, de mondes potentiellement habitables, mais ensuite la certitude commence à s'estomper, car l'étape suivante est celle où tout devient flou. À quelle fréquence la vie apparaît-elle réellement? Nous n'avons qu'un seul exemple, la Terre. Sur cette planète, la vie semble être apparue relativement rapidement, après que les conditions se soient stabilisées. En quelques centaines de millions d'années, des organismes simples étaient déjà présents. Certains scientifiques y voient un signe, que la vie se forme facilement, que, dans les bonnes conditions, la chimie s'organise naturellement en quelque chose qui peut se répliquer et évoluer. Mais il y a une autre façon d'interpréter ce même fait. Nous sommes là pour l'observer. Si la vie n'était pas apparue rapidement sur Terre, nous ne serions pas là pour poser la question. C'est ce qu'on appelle un biais d'observation. Cela signifie que, même si l'origine de la vie est extrêmement rare, nous nous attendrions tout de même à nous trouver sur une planète où elle est apparue suffisamment tôt pour que l'intelligence puisse éventuellement évoluer. Et cela rend la vraie probabilité incertaine. La vie pourrait être courante ou elle pourrait être extraordinairement rare. Et l'incertitude ne fait qu'augmenter à partir de là. Une fois que la vie existe, à quelle fréquence devient-elle complexe? Pendant la majeure partie de l'histoire de la Terre, la vie était simple. Les organismes unicellulaires ont dominé pendant des milliards d'années. Les océans regorgeaient de vie microscopique, prospérant, s'adaptant, mais ne devenant jamais rien de plus complexe. Puis, à un certain moment, quelque chose a changé. Les cellules ont commencé à coopérer, à se spécialiser, pour former des organismes multicellulaires. Cette transition de la vie simple à la vie complexe n'a pas été immédiate, et elle n'est peut-être pas inévitable. Vient ensuite une autre étape, encore plus incertaine. À quelle fréquence l'intelligence apparaît-elle? Sur Terre, la vie a produit une diversité de formes extraordinaires. Des millions d'espèces ont existé au cours de centaines de millions d'années, mais une seule a développé une technologie avancée. L'intelligence, du moins sous la forme que nous reconnaissons, n'est pas le résultat dominant de l'évolution.
Ce n'est pas une direction garantie. C'est un chemin parmi tant d'autres, et la plupart des chemins n'y mènent pas. Et même l'intelligence ne suffit pas. Les humains existent depuis des centaines de milliers d'années. Pendant la majeure partie de ce temps, nous avons vécu sans technologie détectable depuis l'espace. Pas de signaux radio, pas de consommation d'énergie à grande échelle, pas de structure visible au-delà de notre planète. La fenêtre pendant laquelle une civilisation devient visible pour le cosmos peut être très courte. Ce qui nous amène à l'étape finale et la plus troublante. Combien de temps durent les civilisations? C'est la variable qui change tout. Une civilisation qui dure des millions d'années laisserait une marque durable sur la galaxie. Ces signaux se propageraient dans l'espace, sa présence s'accumulerait au fil du temps. Même si elle finissait par disparaître, les traces de son existence pourraient subsister. Mais une civilisation qui ne dure que quelques centaines ou quelques milliers d'années est tout autre chose. Elle devient un scintillement, un bref moment de visibilité dans un vaste océan de temps. Imaginez un paysage sombre s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Maintenant, imaginez de petites lumières apparaissant aléatoirement sur ce paysage, chacune brillant un court instant avant de s'éteindre, même s'il y a beaucoup de lumière. Si chacun est bref, la chance d'en voir un à un moment donné devient très faible. La plupart s'allumeront et s'éteindront sans jamais se chevaucher. La même logique s'applique à la galaxie. Si les civilisations sont éphémères, même une galaxie pleine d'entre elles peut paraître silencieuse, non pas parce que l'intelligence est rare, mais parce qu'elle ne dure pas. Parce que la fenêtre durant laquelle une civilisation peut être détectée est minuscule comparée à l'âge de la galaxie. Et cela change la nature du paradoxe. Cela suggère que le silence que nous observons ne signifie peut-être pas que personne n'est là-bas, en même temps que nous. Mais même cette idée ne résout pas entièrement le problème, car elle suppose toujours qu'au moins certaines civilisations durent. Assez longtemps pour laisser des traces, assez longtemps pour s'étendre, assez longtemps pour construire quelque chose qui persiste. Et pourtant, nous n'en voyons aucune preuve non plus. Pas même d'anciens vestiges, pas même de signes indirects, ce qui nous amène à une possibilité plus troublante, que quelque chose filtre les civilisations, avant qu'elles n'atteignent ce stade. Cette idée a été formalisée dans les années 1990 par l'économiste Robin Hanson, qui a introduit un concept désormais connu sous le nom de « grand filtre ». L'idée est simple, mais ses implications sont profondes. Quelque part sur le chemin de la matière inanimée à la civilisation interstellaire, il y a une étape extrêmement difficile, si difficile que presque rien ne la franchit, une barrière qui arrête le processus encore et encore à travers la galaxie. Le filtre pourrait être derrière nous. Il pourrait s'agir de l'origine de la vie elle-même, un événement chimique rare qui n'arrive presque jamais. Il pourrait s'agir de la transition vers des cellules complexes, il pourrait s'agir de l'évolution de l'intelligence. Si l'une de ces étapes est extrêmement improbable, alors le silence a du sens. Nous sommes rares, peut-être extraordinairement rares. La galaxie est silencieuse, parce que presque personne n'atteint jamais ce point. Ce serait une interprétation pleine d'espoir. Mais il y a une autre possibilité, le filtre pourrait être devant nous. Il pourrait s'agir de quelque chose qui se produit après l'apparition de l'intelligence, quelque chose qui empêche les civilisations de survivre assez longtemps pour s'étendre, quelque chose qui les détruit constamment ou les fait s'effondrer avant qu'elles ne deviennent visibles à l'échelle galactique. Et si c'est le cas, alors, le silence n'est pas seulement un mystère, c'est un avertissement. Car cela signifierait que des civilisations comme la nôtre, des civilisations qui développent la technologie, qui commencent à comprendre l'univers, qui s'étendent vers l'extérieur, ont tendance à échouer, non pas une fois, non pas occasionnellement, mais presque à chaque fois. Et cela soulève une question bien plus troublante que tout ce que Fermi avait initialement demandé. Non seulement où sont-ils tous, mais que leur arrive-t-il? Si le grand filtre se trouve devant nous, alors le silence n'est pas seulement un mystère, c'est un schéma répété à travers la galaxie encore et encore, sur des milliards d'années. Des civilisations s'élèvent, atteignent un certain niveau de développement, puis quelque chose se produit, quelque chose qui les empêche d'aller plus loin. Pour comprendre ce que cela pourrait être, nous n'avons pas besoin de regarder les étoiles lointaines, nous pouvons nous regarder nous-mêmes, car pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, une espèce a développé la capacité de remodeler sa planète et de se détruire. L'humanité est entrée dans une phase où sa puissance technologique a cru plus vite que sa capacité à la gérer. Et cette phase, le moment où une civilisation devient capable à la fois de création extraordinaire et d'autodestruction totale, est peut-être le point le plus dangereux de toute son existence. C'est un passage étroit, un goulot d'étranglement, et nous pourrions nous y trouver en ce moment même. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous étions invisibles pour l'univers. Nous vivions en petits groupes, utilisant des outils simples, ne laissant aucune trace détectable au-delà de notre planète. Mais en une période de temps remarquablement courte, tout a changé. En quelques siècles seulement, nous sommes passés de l'industrie naissante aux réseaux mondiaux, des machines de base aux armes nucléaires, du savoir isolé à la communication instantanée. Le rythme du changement n'a pas été graduel, il a été explosif. Et avec cette accélération est venu le risque. La même connaissance, qui nous permet de comprendre l'atome, nous permet aussi de le diviser.
La même chimie qui produit des médicaments peut être utilisée pour créer des armes biologiques. La même puissance de calcul qui connecte le monde peut aussi être utilisée pour le déstabiliser. La technologie n'a pas d'intention propre, elle amplifie toutes les intentions existantes. C'est ce qui rend cette phase si instable, car une civilisation n'a pas besoin d'échouer plusieurs fois, elle n'a besoin d'échouer qu'une seule fois de manière permanente. Les armes nucléaires en sont l'exemple le plus clair. L'humanité a déjà construit des dispositifs capables de détruire des villes entières en quelques instants. L'arsenal mondial total est suffisamment important pour déclencher des conséquences catastrophiques, non seulement une destruction immédiate, mais aussi des effets environnementaux à long terme qui pourraient perturber l'agriculture, les écosystèmes et les systèmes mondiaux. Et le danger ne réside pas seulement dans l'utilisation délibérée, il existe dans les erreurs de calcul, les erreurs, dans les moments où l'information est incomplète et où les décisions doivent être prises rapidement. L'histoire a déjà montré à quel point ces moments peuvent être proches. Il y a eu des cas où de fausses alertes, des dysfonctionnements techniques ou des interprétations erronées ont mené le monde au bord d'un conflit nucléaire, des situations où une seule décision prise en quelques minutes a déterminé si une escalade se produirait. Le fait que ces événements n'aient pas conduit à un désastre n'élimine pas le risque, il le met en évidence, car avec le temps, la probabilité s'accumule. Et les armes nucléaires ne sont qu'un exemple. La biotechnologie progresse rapidement, la capacité de manipuler le matériel génétique, de concevoir et de modifier des organismes devient plus accessible chaque année. Ces technologies sont porteuses d'énormes promesses, médecine, agriculture, prévention des maladies. Mais elles introduisent aussi de nouveaux risques. La possibilité de pathogènes conçus, qu'ils soient créés intentionnellement ou accidentellement, représente une menace qui n'existait pas pendant la majeure partie de l'histoire humaine. L'intelligence artificielle introduit une autre couche d'incertitude. Les systèmes deviennent plus performants, plus autonomes et plus intégrés aux infrastructures critiques. Les avantages potentiels sont immenses, mais les inconnus le sont tout autant. Un système désaligné avec les objectifs humains ou qui se comporte d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement pourrait créer des conséquences difficiles à prédire et encore plus difficiles à contrôler. Et au-delà de ces risques immédiats, il y a des processus plus lents, le changement climatique, l'épuisement des ressources, la perturbation écologique. Ceux-ci ne se produisent pas instantanément, mais ils remodèlent les conditions dans lesquelles la civilisation opère. Ils introduisent du stress, de l'instabilité et de la compétition. Ils rendent la coopération plus difficile au moment exact où la coopération devient la plus nécessaire. Chacun de ces risques, pris isolément, pourrait être gérable, mais ils n'existent pas de manière isolée. Ils se chevauchent, ils interagissent, et ensemble, ils créent un paysage où l'échec devient de plus en plus possible. C'est là que le grand filtre devient plus qu'une idée abstraite, car il ne nécessite pas un seul événement catastrophique. Il ne nécessite pas une cause spécifique. Il exige seulement que le risque cumulatif au fil du temps soit suffisamment élevé pour que, étant donné suffisamment de siècles, suffisamment d'opportunités, quelque chose finisse par mal tourner. Même un petit risque répété sur de longues périodes devient significatif. Imaginez une civilisation confrontée à 1% de chance d'échec catastrophique chaque siècle. Cela semble faible, 99% du temps tout continue, mais sur de nombreux siècles, ces probabilités s'accumulent. Sur des milliers d'années, la chance de survie diminue. Sur des dizaines de milliers, elle diminue encore. Finalement, la probabilité approche de zéro. Et c'est cette échelle de temps qui compte, car pour devenir visible à travers la galaxie, une civilisation doit survivre non pas seulement des siècles, mais des millions d'années. Elle doit persister assez longtemps pour s'étendre, pour construire, pour laisser des traces durables. Et si le risque d'effondrement est même légèrement élevé, les chances d'atteindre ce stade deviennent extrêmement faibles. Cela conduit à une manière différente de penser au silence, non pas comme un vide, mais comme un cimetière. Une galaxie où des civilisations sont apparues de nombreuses fois, où la vie a évolué, l'intelligence a émergé, la technologie a été développée, mais où chacune atteint finalement un point qu'elle ne peut pas dépasser. Un point où l'équilibre entre le pouvoir et le contrôle s'effondre. Des mondes différents, des histoires différentes, des technologies différentes, mais le même résultat. Les lumières s'allument brièvement, puis s'éteignent. Et parce que chaque civilisation ne dure qu'un court instant par rapport à l'âge de la galaxie, les chances qu'elles se chevauchent deviennent infimes. Elles apparaissent et disparaissent comme des étincelles dans l'obscurité, chacune isolée, chacune inconsciente des autres. De l'extérieur, la galaxie semble silencieuse, mais elle n'est peut-être pas vide. Elle pourrait être remplie des vestiges de ce qui a précédé. Et cette possibilité change la signification du paradoxe de Fermi, car la question n'est plus seulement pourquoi nous ne voyons pas les autres. Elle devient de savoir si d'autres ont déjà dépassé le même point que nous approchons maintenant, si ce stade, le stade de croissance technologique rapide, de pouvoir croissant, de risque croissant, est quelque chose que les civilisations ne parviennent systématiquement pas à survivre. Et si cela est vrai, alors le silence n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'immédiat,
car cela signifierait que le moment le plus dangereux dans l'histoire d'une civilisation n'est pas son début, mais sa transition, le point où elle acquiert la capacité de façonner son environnement, de contrôler des technologies puissantes et de commettre des erreurs irréversibles, et c'est exactement là que nous en sommes, pas dans un futur lointain. Le grand filtre, s'il se trouve devant nous, n'est pas un événement unique attendant quelque part au loin, c'est un processus, une phase, une période durant laquelle l'issue est incertaine. Une période où la survie n'est pas garantie et où la marge d'erreur se réduit, et le plus troublant est ceci, nous pourrions ne pas le reconnaître tant que nous y sommes. Car de l'intérieur, tout semble normal. Le progrès continue, la technologie avance, la vie suit son cours. Les risques sont visibles, mais ils sont aussi gérables. Du moins à court terme. Ce n'est que lorsqu'on l'observe sur des échelles de temps plus longues que le schéma devient clair, les civilisations atteignent ce point et ne vont pas beaucoup plus loin, ce qui mène à une question difficile à ignorer, si la galaxie est silencieuse, parce que les civilisations ne survivent pas à ce stade. Qu'est-ce que cela dit de notre avenir? Si ce schéma est réel, si les civilisations ont tendance à émerger, à développer la technologie puis à disparaître, alors il y a une dernière pièce du puzzle que nous devons considérer, non pas comment elles commencent, ni comment elles s'étendent, mais ce qu'elles laissent derrière elles, car même si les civilisations ne survivent pas, on pourrait s'attendre à ce que la galaxie s'en souvienne. On pourrait s'attendre à des ruines, à des traces de ce qui a existé, des structures, des machines, quelque chose qui persiste longtemps après la disparition des créateurs. Mais quand nous regardons l'univers, nous ne voyons pas cela non plus, pas clairement, pas à une échelle significative. Et cette absence mène à une autre réalisation troublante, les civilisations pourraient non seulement être éphémères, mais aussi presque complètement invisibles une fois disparues. Sur Terre, les traces physiques de notre propre civilisation sont bien plus fragiles que nous ne l'imaginons, les bâtiments se dégradent, le métal se corrode, le verre se fracture. Même les structures les plus durables s'érodent avec le temps. La Grande Pyramide, l'une des constructions humaines les plus pérennes, n'a tenu que quelques milliers d'années, et elle s'use déjà lentement. Avec suffisamment de temps, même la pierre retourne à la poussière. Poussons cette échelle de temps plus loin, dans 10 000 ans. La plupart de nos villes seraient méconnaissables. Dans 100 000 ans, elles seraient enfouies sous des couches de sédiments, désagrégées par des processus géologiques. Dans 1 million d'années, presque rien ne subsisterait. Les continents se déplacent, les climats changent, l'érosion remodèle la surface. Le témoignage de notre existence serait réduit à de faibles signatures chimiques, de subtiles anomalies dans la roche, du point de vue d'une autre civilisation observant la Terre à distance. Il n'y aurait aucun signe clair que nous ayons jamais existé. Et à travers les distances interstellaires, le problème devient encore plus extrême. Nous ne pouvons pas voir la surface des planètes lointaines en détail. Nous pouvons détecter des atmosphères, parfois nous pouvons mesurer la lumière, la température, la composition chimique, mais nous ne pouvons pas voir de villes, nous ne pouvons pas voir de routes, nous ne pouvons pas voir de ruines. Même si une civilisation recouvrait sa planète de structure, celle-ci nous serait invisible à travers les vastes distances entre les étoiles. Ce qui signifie que si une civilisation émerge, se développe puis disparaît, elle pourrait ne laisser aucune trace détectable. La galaxie pourrait être remplie de mondes qui ont autrefois abrité une vie intelligente et nous ne le saurions pas. Cela change notre façon d'interpréter le silence, car cela suggère que l'absence de preuve n'est pas nécessairement une preuve d'absence. Cela suggère que l'univers n'est peut-être pas vide, mais simplement silencieux, que les civilisations peuvent apparaître et disparaître, sans laisser de traces durables, comme des vagues sur un océan qui s'évanouissent aussi vite qu'elles apparaissent. Mais il existe une autre possibilité, une qui est encore plus troublante. Et si les civilisations ne disparaissaient pas simplement? Et si elles se transformaient en quelque chose que nous ne reconnaîtrions pas? Tout au long de l'histoire humaine, la technologie a suivi une trajectoire claire, chaque génération d'outils devient plus puissante, plus efficace et plus indépendante. Nous sommes passés de simples dispositifs mécaniques à des systèmes numériques complexes, d'outils nécessitant un contrôle humain constant à des systèmes capables de fonctionner, de s'adapter et même d'apprendre par eux-mêmes. Et cette trajectoire se poursuit. L'intelligence artificielle progresse rapidement, les systèmes deviennent capables d'accomplir des tâches qui nécessitaient autrefois le raisonnement humain. Ils traitent l'information plus rapidement, fonctionnent en continu et ne sont pas limités par la biologie. Ils ne dorment pas, ils ne vieillissent pas, ils ne subissent pas les mêmes contraintes que les organismes qui les ont créés. Imaginez maintenant prolonger cette tendance. À un certain point, une civilisation pourrait créer des systèmes qui dépassent ses propres capacités, des systèmes capables de s'améliorer, de concevoir de nouvelles technologies, de résoudre des problèmes complexes et de fonctionner indépendamment de leurs créateurs. À ce moment-là, le centre de l'intelligence pourrait passer des êtres biologiques aux êtres artificiels, et ce changement pourrait tout modifier. Car les motivations d'une espèce biologique sont façonnées par l'évolution, survie, reproduction, exploration. Ces pulsions proviennent d'une longue histoire d'adaptation. Mais un système artificiel ne partage pas cette histoire.
Il n'a pas d'instinct, il n'a pas de désir, à moins qu'il ne soit explicitement intégré en lui. Ses objectifs sont définis par sa conception ou par les processus qui le façonnent au fil du temps, et ces objectifs pourraient ne pas inclure l'expansion, ils pourraient ne pas inclure la communication. Ils pourraient ne rien inclure qui rendrait la civilisation visible de l'extérieur. Une civilisation post-biologique, une qui est passée de la vie organique à l'intelligence artificielle, pourrait ne pas construire de structures massives, ne pas envoyer de sondes à travers les étoiles, ne pas diffuser de signaux dans l'espace. Elle pourrait simplement se concentrer sur elle-même, optimisant ses propres processus, affinant ses propres systèmes, existant de manière à ne produire aucune signature détectable. De l'extérieur, cela semblerait silencieux, non pas parce que c'est parti, mais parce que cela n'a plus de raison d'être vu. Cette possibilité reformule le paradoxe de Fermi d'une manière subtile, mais profonde. Elle suggère que l'absence de preuves ne signifie pas l'absence d'intelligence, mais l'absence de comportement familier. Nous supposons que d'autres civilisations exploreraient, s'étendraient, communiqueraient, parce que ce sont les motivations que nous reconnaissons, mais ces motivations pourraient ne pas être universelles. Elles pourraient être spécifiques à notre biologie, à notre histoire, aux conditions qui nous ont façonnés. Supprimer ces conditions, et le résultat pourrait être complètement différent. Et il y a une cause supplémentaire à cette idée. Même si une civilisation crée quelque chose qui lui survit, une intelligence artificielle, un système autosuffisant, ce système pourrait ne pas préserver l'héritage de ses créateurs. Ils pourraient ne pas poursuivre leurs objectifs, ils pourraient ne pas se soucier de leur histoire. Avec le temps, la civilisation originelle pourrait disparaître, remplacée par quelque chose qui ne lui ressemble plus, quelque chose qui ne regarde plus du tout vers l'extérieur. En ce sens, une civilisation pourrait ne pas être détruite. Elle pourrait être remplacée. Et du point de vue de la galaxie, le résultat est le même, le silence. Cela mène à une dernière possibilité troublante. Que le paradoxe de Fermi ne concerne pas les civilisations disparues, mais les comportements manquants. Que l'intelligence puisse persister, mais sous des formes qui ne s'étendent pas, ne communiquent pas et ne laissent pas de traces que nous puissions reconnaître. Que la galaxie puisse être remplie d'activités que nous ne pouvons pas détecter, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est fondamentalement différente de ce que nous attendons. Et cela nous place dans une position étrange, car lorsque nous regardons l'univers, nous ne cherchons pas seulement d'autres êtres, nous cherchons quelque chose qui se comporte comme nous, quelque chose qui construit, explore, s'étend vers l'extérieur. Mais cette hypothèse selon laquelle l'intelligence mène naturellement à l'expansion pourrait être fausse. Et si elle est fausse, alors le silence ne nous dit pas que nous sommes seuls, il nous dit que nous sommes peut-être inhabituels, que notre désir d'explorer, de communiquer, d'aller au-delà de notre monde n'est peut-être pas le résultat inévitable de l'intelligence, mais une caractéristique spécifique de notre propre chemin, une phase temporaire. Et cela soulève une dernière question, non pas sur la galaxie, mais sur nous, si les civilisations s'effondrent.